Et oui, Antoine et ses copains, mais parfois Antoine est tout seul, sans ses copains, et c'est bien un drame. Je pense que j'épuise les gens. Du coup, je vais quand même en profiter pour parler d'un souvenir qui m'est très cher. J'en ai déjà parlé dans une autre émission. La chance que j'ai eue d'avoir pu assister à des répètes des Stones à Bondy en 2012. Ce qui est incroyable, c'est que on pense que c'est une chose qui nous arrive qu'une fois dans la vie, et 2 ans après, rebelote. Les Stones nous ont invités à 27 privilégiés à venir cette fois assister, non pas à des répétitions, mais à un espèce de mini-concert, toujours sur cette mezzanine de Bondy, terre de Kylian Mbappé, qui avait 14 ans à l'époque. Et alors là, vraiment, ça s'est vraiment joué à 2 secondes près, quoi, parce que la sécurité des Stones avait décidé de sortir vers 13h30 et de numéroter les 27 personnes qui se trouvaient présentes. 30 secondes après, d'autres gens arrivent, mais on leur a dit non, non, pas de numéro, c'est juste pour savoir combien vous étiez, etc. Et ça n'a pas manqué, 1 heure après, on nous annonce que les 27 personnes qui ont numéro sur la main vont rentrer à Bondy et assister à un concert des Stones privé, quoi. Donc voilà, on rentre au compte-gouttes dans le nom des numéros. Et là, contrairement à la dernière fois, on nous avait dit le premier qui bouge, vous sortez tous, vous n'avez pas intérêt à faire chier, etc., pas intérêt à sauter, crier. Là, on nous annonce carrément, faites savoir aux Stones que vous êtes là, que vous êtes contents, faites la fête. C'est un vrai warm-up finalement. Un warm-up complètement privé. On était 27, allez, avec la dizaine de personnes du studio et les 3-4 gardes du corps. Ouais, on devait être une quarantaine sur cette mezzanine. Et là, ce qui est incroyable, c'est que c'est la première fois. Enfin, on nous a mis dans un espèce de salon et la porte donnait directement sur le studio. Donc, quand il y avait des allers-retours, on entendait la porte s'ouvrir et on entendait le son des grattes des Stones qui nous explosait à la gueule. Et les Stones commençaient donc à faire une filade, en fait. Ils faisaient un show. Donc je me souviens plus exactement dans l'ordre des titres qu'ils jouaient, qu'on n'a pas entendu parce qu'on est encore de l'autre côté de la pièce. Mais Start Me Up, It's Sunny Rock'n'Roll, des choses comme ça, enfin les classiques du début de concert, quoi, de 2014. Et on s'est tous mis en ligne par ordre de numéro et à un moment, c'est parti, on a eu le droit de rentrer. Et c'est la première fois de ma vie que, en fait, ce ne sont pas les Stones qui rentrent sur scène, c'est nous qui, pendant un morceau, sommes rentrés dans la salle. Et il jouait Doom and Gloom, donc, qui était le single de la compilation Greux. Et là, c'est parti pendant 1h15. On nous avait promis 3 titres, mais ils ont joué 1h15. Et là, c'était incroyable parce qu'on se retrouve carrément avec les Stones, quoi, qui nous font des signes. On peut leur crier des choses, leur balancer des petits messages. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Donc, moi, je me souviens Doom and Gloom, She's So Cold après. Puis en plus par rapport à 2012, ce qui était génial, c'est qu'il y avait Mick Taylor qui était là. Ça, c'est un peu triste parce que du coup Mick Taylor était sur un canapé, quoi, parce que comme il jouait que sur guest sur quelques titres, il était littéralement vautré sur un grand canapé où il y avait également la femme de Ronnie, Sally, la petite fille de Charlie, enfin l'entourage proche qui nous regardait avec des grands yeux et nous voyait en train de s'éclater, de hurler. Enfin, franchement, je pense que l'entourage et les Stones eux-mêmes ont passé un moment incroyable à nous voir exulter et être émus pendant la durée du show. Donc ensuite, on a quand même eu le droit à 2 titres avec Taylor, quoi. C'est incroyable. Silver Train, quand même, qui n'avait pas été joué depuis 73. Donc grosse surprise, morceau de God's Soup, hein, avec la slide sur la Les Paul de Taylor, etc. Et puis ensuite on a eu le Midnight Rambler, et là ils ont vraiment commencé à faire comme si c'était un vrai show, et sauf que la scène, c'était pas une scène, c'était un plateau et des canapés, et là Jagger a commencé à péter les plombs et à se mettre à danser autour des canapés, à venir sous la mezzanine, nous demander de frapper nous demander de frapper dans les mains, etc. Enfin une tension... et quelque chose de complètement surréaliste, quoi. Un show privé, mais qui n'en est pas un, sans lumière, sans rien, avec un son, voilà, enfin, imaginez, quoi, un son incroyable, ils ont vraiment poussé les amplis. Donc voilà, ça, Midnight Rambler. Ensuite, on a même eu un set de Kiss, et Jagger, il s'est même planqué
Jagger s'est planqué pendant le set de Kiss, je sais pas, il a disparu, il a dû se mettre dans un petit coin. Et là, il y a eu un truc extraordinaire, c'est que donc, comme ça suivait le Midnight Rambler, eh ben, Mick Taylor, il avait envie de jouer et il est resté sur scène. Et c'est là où il a continué à jouer avec eux sur Sleeping Away, un morceau, bien sûr, sur lequel il ne participe pas, un morceau de Steel Wheel, Et il y a eu un moment magique, vous savez, quand il y a cet arrêt. Et là, il y a eu un espèce d'entrelacement de guitare à trois, et spontanément, tout le monde a crié, hurlé, et ça a tellement fait plaisir à Richards que ils ont gardé un peu ils ont gardé la présence de Taylor sur le set, sur les concerts qu'on suivi à Abu Dhabi et Tokyo. Donc c'est vraiment, je pense, là, ce soir-là, qu'ils se sont dit bon bah ça fonctionne, Mick, Taylor, tu peux rester là-dessus. Et enfin voilà quoi. Et puis vraiment, ce dont je me souviens sur Sleeping Away, c'est que je pense que c'est la première fois qu'il se retrouvait face à une audience qui connaissait le texte de ses chansons par cœur. Hein. D'habitude, le set de Kiss et notamment ses ballades, malheureusement aux États-Unis et en Autriche, je sais pas pourquoi je choisis cet exemple, c'est la pause pipi quoi, la pause sandwich et bière et pipi caca quoi. Donc là vraiment, Richard était touché de se rendre compte que tu as vraiment des fous furieux qui connaissaient les paroles. Et quand je vous parle des paroles, je vous parle pas d'un refrain chanté, je vous parle vraiment du texte de Sleeping Away. Donc voilà, Jagger revient, et puis on a eu le droit, je crois encore, j'ai pas les notes, hein, je fais ça comme ça, mais on a eu le droit à Tumbling Dice, Sanky Woman et Miss You, voilà. Ouais, mais je me souviens par exemple, moi qui suis complètement taré, je me suis même surpris, et on a eu Painted Black aussi, je me suis amusé à hurler les waouh 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 de Flashpoint quoi, et Jagger était là en train de me regarder en se demandant si je me foutais de sa gueule ou pas. Enfin, il y a vraiment eu des interactions. J'ai réussi à faire sourire Charlie. Là, je vous raconte des anecdotes d'un point de vue personnel, parce que je pense que tous les 27 qu'on était, on a eu ce genre de truc. Je me souviens que mon pote Stéphane disait à Richard, ta nouvelle Telecaster, elle déchire. Et Richard, il le remerciait. Enfin voilà, on a pu leur balancer des messages. Mick Taylor était pas très sympathique. Hein. Je lui faisais des grands signes parce que je suis vraiment un grand fan de Mick Taylor, et donc je voulais lui faire comprendre que j'étais pas ce connard de fan à la langue qui ne sait pas qui il est. Je me suis quand même traîné suffisamment dans des clubs pourris à l'entendre jouer mal, bourré, transpiré. Finalement, il a fini par me faire un petit coucou, etc. Bon. C'est vrai que là, je parle comme une groupie, mais c'était un peu le but aussi de cet échange. Et voilà, au bout d'un moment, Jagger en français nous dit non, par contre, il va falloir que vous arrêtiez de sauter parce qu'on a peur que la mezzanine s'effondre. Et nous, on a un peu pouffé. Et Jagger fait non, je suis très sérieux. Et du coup, ils nous ont mis dehors, je crois, après Tumbling Dice. Et voilà, et on est sorti. C'était dur parce que du coup la news avait fuité, et du coup il y avait une cinquantaine ou soixantaine de personnes dehors, et on avait des amis qui étaient là, et donc c'était dur pour nous de sortir en hurlant ouais j'étais génial, etc. Donc on a essayé de raconter, mais c'était vraiment un honneur, un plaisir, rien que de le raconter comme ça, c'est quelque chose qui restera gravé dans ma vie, et c'est pour ça que je veux l'enregistrer, parce que c'est difficile à raconter, et j'ai pas le talent d'écriture pour vous le faire revivre, donc je vous le livre comme ça, vraiment. J'en ai vécu des choses avec les Stones, hein, je pourrais vous raconter, et je vous raconterai d'ailleurs l'Olympia en 95, ou des choses qui touchent plus à mon enfance, parce que je suis né en 82, donc j'ai eu la chance de commencer mon parcours stonien en 90, très jeune, grâce à mon père, que je remercie d'ailleurs, qui m'a fait découvrir les Stones, et ça m'a amené à cette grande passion qu'est la musique. Et vraiment, ça c'était peut-être la récompense ultime qu'on pouvait avoir, quoi, de se retrouver avec les Stones dans le studio, et à partager ce moment avec eux à une époque où on sait que ces moments sont précieux, car un jour, bien sûr, ils ne seront plus là. Donc voilà, je vous remercie. Podcast émouvant, ça faisait longtemps que j'avais promis que je le ferais, et voilà. J'espère que vous aurez un peu revécu avec moi ces moments merveilleux, et je vous embrasse. Ciao.